Certaines trajectoires paraissent toutes tracées. Entre ceux qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche et ceux qu'on a laissés pour compte, moi je suis né du mauvais côté. Et quand tout vous pousse vers le bas, on a l'impression que rien ne peut arrêter cette chute. D'abandon en rejet, je me suis accroché aux figures de mon enfance pour essayer de garder la tête hors de l'eau. Mais quand ces repères se révèlent instables, j'ai dû trouver moi-même mes propres chemins. En guise d'affection, je reçois des coups. La maltraitance que j'ai subie dans mes premières années n'a fait que renforcer mon sentiment d'injustice. Déterminé à m'en sortir, j'ai choisi des voies chaotiques et dangereuses. Trafic, agression, vol, braquage. Autant de moyens pour tenter d'échapper à cette condition misérable. Tous les murs qui ont été construits autour de moi, dès ma naissance, semblent annoncer un destin tragique. De mauvaises rencontres en mauvais choix, j'aurais dû finir plus bas que terre. Pourtant, sur ma route, j'ai croisé des personnes qui ont fait bifurquer ma destinée. Je m'appelle Yanis Gauthier. Abandonné par mes parents, j'étais un enfant de la rue et j'ai grandi dans des quartiers durs. Résultat, je suis devenu un voleur, un dealer, un braqueur. Un jour, alors que j'encourais une longue peine de prison, j'ai fait une rencontre avec Dieu qui va être déterminante pour mon futur. Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable, d'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux vous raconter comment il s'est révélé à moi de façon improbable et dans les moindres détails de ma vie. Je vous raconte comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. Export de ice, dans la zone, j'ai jeté un froid. D'après la montagne, t'es prêt à faire feu de tout bois. La science c'est intense, tu veux taste. Moi je crache au mic, toi tu postillonnes et tu veux test. Les briques me font bien au crâne, en perdre la tête. Multiplie la recette de la veille, de la veille, de la veille. Je répète moi quand je ressens ma paye. C'est pas moi qui parle, c'est le charbon qui coche. Je suis tout seul à mes fûts car le Papa, maintenant que je suis plus grande, j'aimerais que tu me racontes un peu dans quel contexte t'as grandi, comment t'as vécu ton enfance. Pas évident. Tu sais, mamie, elle m'a abandonné à la DAS. Hein. Elle m'a déposé aux services sociaux. Et puis après, ton grand-père, il m'a récupéré. Il avait une femme et là, c'était un peu mieux parce qu'on habitait un quartier chic à Puteaux. Il y avait même une piscine dans le bâtiment, c'est pour te dire. Mais il est parti en Côte d'Ivoire. Et là, ça a été le début de l'enfer, quoi. On a été relogés, on n'avait pas d'argent. On habitait à la Courneuve, à Vitry-sur-Seine, dans des prisons à ciel ouvert, où on n'avait rien, quoi. Pas d'électricité, pas de nourriture. Et c'était hyper violent dans le quartier. Souvent, il y avait la police, il y avait des bagarres, il y avait des drogués, il y avait plein de choses qui se passaient. Et même à la maison, c'était dur. Parce que Mireille, ma belle-mère, hein, c'était quand même quelqu'un d'important pour moi. Pour moi, c'était mon repère. C'est ce que c'est un repère. C'est quoi? C'est quelqu'un à qui tu te rattaches? Ben moi, j'étais attaché à elle. Je l'appelais maman, même. Mais en fait, elle m'aimait pas. Elle faisait que de me frapper. Des coups de poing, des coups de ceinture, des coups de fil électrique. Tous les jours, je devais ranger la maison. Et puis, les drogués venaient. Ils se droguaient à la maison. Il y avait mon frère qui faisait plein de bêtises. Et en plus, je devais protéger mon petit frère, tonton Julien. C'était le bordel à la maison, c'était hyper violent. Et il fallait que je le protège, il fallait que je le garde, il fallait que je m'occupe de lui. Et chaque jour, j'étais à ses côtés. C'était comme ça. Il m'emmenait à l'école, il me donnait de l'argent de poche, il me faisait rêver. Les premiers films que j'ai vus au cinéma, c'est lui qui m'a emmené les voir. Les premiers beaux vêtements que j'ai pu avoir, c'est lui qui me les a achetés. Ma mère travaillait, donc du coup, on était pas mal livrés à nous-mêmes. On était extrêmement pauvres, un peu sauvages sur les bords. On a toujours été là, ça a toujours été un exemple pour moi. Un matin, la police débarque et ils ne nous donnent pas le choix. Hein. On ouvre et on est obligé d'obtempérer. Ils rentrent et puis
directement, ils vont chercher mon grand frère Franck. Et ils se mettent à fouiller un peu dans toute la maison, voir s'ils trouvent quelque chose, du cannabis. Puis ça va très vite en fait, hein. En l'espace d'une heure, tout est réglé, il n'y a plus personne et puis il est déjà parti. C'est pas la première fois. Et moi, étant petit, je peux pas dire que j'étais choqué parce qu'on vit dans une certaine normalité pour moi. Donc du coup, ouais, c'est comme d'habitude. Mais cette fois-ci, Franck demande à Yanis de le mettre bien. Ce qui veut dire que il va lui ramener du shit et des fringues et de l'argent. Et là, c'est à Yanis de se débrouiller pour trouver ce qu'il faut. Je pense que c'est là qu'il a commencé à flirter un peu avec la délinquance. Vraiment. Mais papa, c'est grave. T'avais quel âge à ce moment-là quand on te demandait de transporter de la drogue? J'avais à peu près 13 ans. Mon grand frère, ton oncle, était en prison. Et c'était un gros consommateur de cannabis. Donc 3 fois par semaine, j'allais lui rendre visite au parloir pour lui ramener sa consommation. Mais en même temps, t'as vu là où j'ai grandi, c'était quelque chose que tout le monde faisait, quoi. Moi, j'étais pas choqué par rapport à ça. Parce que les dealers, ils venaient préparer leur drogue à la maison. Quand je sortais, je voyais des gens se droguer devant moi. Pour moi, c'était rien, quoi. Et puis, j'avais pris l'habitude de voler. Tu vois, je traînais dehors avec ma bande. Je faisais des cambriolages. Je cassais des voitures, je volais des voitures. J'arrachais des sacs. En fait, tout ce qu'il y avait de mauvais à faire, je le faisais. En fait, j'en voulais toujours plus pour moi quand j'avais de l'argent, parce que je n'en avais pas. Et quand j'en gagnais de manière en volant, je me sentais exister. Je pouvais m'acheter ce que j'avais envie de m'acheter. Faire un peu comme tout le monde. Et un jour, on s'est fait arrêter. Et je me suis retrouvé en prison. Et j'avais ton âge, 15 ans. Ça devait être horrible pour toi. En fait, c'était pas si dur que ça, parce que j'étais avec mes copains déjà. Et puis, tu sais que je mangeais pas à la maison. Et là, on me donnait 3 repas par jour. Tu sais qu'à la maison, il n'y avait pas de courant. Et là, il y avait du courant, j'avais la télé. J'étais mieux qu'à la maison. J'étais mieux qu'à la maison. Donc, c'était pas dur. Pour moi, c'était des colonies de vacances. Ça m'a pas fait peur, la prison. J'ai vécu pas mal d'échecs. Je suis sous contrôle judiciaire. Et franchement, je me sens responsable de pas mal de choses. Mon frère est en prison encore une fois. Et puis, ma belle-mère, elle tombe malade. C'était comme ma mère. Elle a un cancer, elle a plus d'argent, il n'y a plus rien. Je me retrouve à la rue. Et Franck en prison. Mireille à l'hôpital. Et mes journées, c'est simple, elles se décomposent en 2 parties. Je vais voir mon frère en prison, je vais voir Mireille à l'hôpital. Son état de santé, en fait, ne fait que s'aggraver. Je me souviens de ce moment où les médecins me convoquent, qui me disent que y a plus rien à faire, faut préparer la famille, votre belle-mère va mourir. Là, je sais plus quoi faire, je suis à bout moralement, je suis à bout. Je marche dans la rue, j'ai même pas la force de retenir mes larmes. Et je pense que pour l'une des premières fois de ma vie en désespoir de cause, j'adresse une prière à Dieu. Je dis pas c'est une prière imprégnée de foi, mais c'est vraiment une prière. C'est une bouteille à la mer, quoi. Si tu fais pas quelque chose, qu'est-ce que je vais devenir? Ma belle-mère, c'est la seule personne qui est là. Malgré tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle m'a fait subir, c'est la seule personne qui est là pour moi. Guéris-la, s'il te plaît. Et voilà, je suis un peu imprégné de souffrance, franchement. Moi, j'ai juste envie de prendre des bonnes résolutions. Je me dis que bon, ma vie passée, elle est passée. Peut-être que en travaillant, en passant mon permis de conduire, en me réinsérant un petit peu dans la société, je vais changer, quoi. Donc, je trouve un travail, je m'inscris au permis de conduire. Et puis, financièrement, ça suffit pas. Mon petit boulot ne suffit pas. Il faut de l'argent. Et où faire de l'argent? À la cité. C'est la seule chose que je sais faire, vendre de la drogue. Il fallait que j'assume. Il fallait que j'assume. J'avais pas le choix. C'est comme si le malheur s'attachait à moi. C'est comme s'il y avait tout été orchestré pour que je sois un délinquant.
je vais y aller à fond. Wow, je vous impressionne, déjà et c'est même pas mon minimum. Et moi si je win, je suis pas tout seul, je vais profiter, la big c'est le minimum. Je recrute des personnes qui vont vendre de la drogue pour moi partout, partout. Dans les boîtes de nuit, dans les cités, dans l'Île-de-France. Bref, je vais inonder le marché. Je vais créer des filières à Amsterdam, au Maroc. Et là, c'est ma vie qui change du tout au tout. Désormais, c'est fini la misère. Terminé la galère. J'assume financièrement. Et c'est le bling-bling. Belle voiture, beaux habits, bijoux. Je kiffe la vie. Champagne, ecstasy, c'est la fiesta qui commence. Et en plus, j'assume pour ma famille. Et je suis fier de moi. Je me paie la vie que j'ai pas eue dans mon enfance. Et moi si je win, je suis pas tout seul, je vais profiter, la vie c'est le minimum. Étonnamment, miraculeusement, au même moment, ma belle-mère va, quelques mois plus tard, être en rémission par rapport à son cancer. Yanis et moi, on s'est rencontrés grâce à une amie qui nous a présentés. On partait pour une soirée. Comme il nous fallait 2 cavaliers, à ce moment-là, je suis tombée sur Yanis, en fait. Coucou, surprise. Je t'ai préparé un petit cocktail. Oh, t'es gentil. T'inquiète pas, c'est pas alcoolisé. Voilà. Yanis était le chauffeur. C'est lui qui devait nous emmener là où on devait aller. Et donc, cet ami me l'a présenté ce jour-là, en fait. C'est une révolution. J'ai jamais vu une femme pareille. Les premiers mots que je me suis dit, c'est la femme qu'il me faut. Si t'as une femme comme ça à tes côtés, il n'y a rien qui t'arrête. Je faisais des photos pour m'amuser. J'ai dû faire 2-3 défilés, pas plus. Et ce qui a plu à Yanis, c'est la grande fille élancée. Elle est magnifique, magnifique. Elle représente la femme idéale pour moi. Je sais que c'est ma femme, mais elle ne sait pas encore que ça va devenir ma femme. Il s'est emballé tout de suite. Je devais avoir 20 ans. Il était beaucoup plus jeune. Il avait 18 ans à l'époque. Il m'avait fait croire qu'il avait 22 ans. Bon, franchement, on vit une histoire idyllique, quoi. Elle me kiffe, mais grave. Je la kiffe, mais grave. Regarde ces photos-là, c'était une belle époque, non? Oui, celle-là, c'était une belle époque pour moi. 30 ans déjà, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé des choses. J'avais déjà un enfant et j'avais mes occupations de mon côté. Je n'essayais pas d'en savoir plus. Il me disait qu'il était chef d'entreprise dans le textile. Donc, je le croyais. Je sentais vraiment une complicité entre nous. C'était l'amour fou, voilà. Et on a notre premier enfant ensemble. Et 2 ans plus tard, un deuxième enfant. Et 2 ans plus tard, encore un autre enfant. Et c'est là que les complications ont commencé. La vie de famille avec les enfants, être présent, c'est pas bon pour le business. Je suis pas un père, je suis pas un mari, je n'ai pas cette image. Et la réalité, c'est que j'ai pas envie d'être ce qu'elle veut que je sois. C'était de pire en pire chaque jour, en fait. Je disais souvent ça, que j'avais la moitié d'un homme. Il n'était pas complet. Les enfants lui donnaient tout leur amour. Moi, j'étais là, je lui donnais tout mon amour. Je lui demandais qu'est-ce qui te manque de plus? Qu'est-ce qui te manque de plus? Tu as tout. Mais ça lui suffisait pas, en fait. J'ai comme une double vie, moi. Je suis un homme sombre. Au fur et à mesure, elle découvre que je suis une épave. L'alcool, mes addictions, les extasies, il y a des trucs que j'ai besoin de refouler. L'alcool, c'est mon exutoire. Et tu consommes pas un verre. Moi, c'est des litres et des litres d'alcool tous les jours. Donc, dispute, tension. Elle s'aperçoit que je suis pas du tout l'homme que je lui ai présenté. Résultat, c'est des colères et des colères, des tensions, des disputes sous les yeux des enfants. On n'a pas assez de photos en famille comme ça à cette époque. Tu n'étais pas présent.
Non, tu n'étais jamais là, en fait. C'était difficile pour moi d'assumer la maison et d'assumer ce qu'il faisait à la maison. Donc j'ai dû prendre position là-dessus et je lui ai demandé de partir. Un jour, le téléphone sonne et puis c'est son petit frère qui m'appelle, qui me dit Yanis est à l'hôpital. Et j'ai vu de sa voix tremblante au petit frère que ça allait pas, quoi. La cité, c'est la jungle. C'est la jungle. En fait, tes clients d'hier peuvent devenir tes proies demain. Et moi, je vais m'apercevoir que malgré une descente de la police, il y a encore des dealers qui cherchent de la drogue. Alors je me mets à les séquestrer, à les torturer jusqu'à ce qu'ils me donnent leur fric. Mais malheureusement, même si ces gars ne portent pas plainte, ils se vengent. Il y en a un qui me met 3 coups de couteau. J'arrive aux urgences, tout le monde est en panique, il y a du sang partout. On me conduit au bloc opératoire et je pense que je vais mourir. Le médecin, il peut pas me répondre. Je lui pose la question, est-ce que je vais vivre? Il me répond pas. C'était insupportable et terrible, quoi, à voir. Il était branché de partout. Je pensais même qu'il allait pas vivre, quoi. J'entends une voix qui me dit « tu vivras ». Bizarre. Je t'ai pas défoncé pourtant, mais elle est claire, cette voix. Elle est audible. Tu vivras. Je crois que c'est la voix de Dieu qui me parle. Pourtant, je le connais pas vraiment, je reconnais même pas le son de sa voix, j'ai pas vraiment de relation avec lui. J'ai jamais mis les pieds dans une église. Pourtant, là, il semble qu'il est en train de me rassurer. C'est là que je lui ai apporté une Bible. Et je me suis mise à prier pour lui. Après l'hôpital, il m'a dit qu'il n'avait aucun endroit où aller. Donc je lui ai dit de venir à la maison. Il a repris des forces. Et c'était reparti encore pour un deuxième tour. Je perds mon réseau, le business ne fonctionne pas parce que je suis pas présent à la cité. Il me faut de l'argent. Pour moi, c'est au travers de l'argent que j'existe. Si j'ai pas d'argent, je suis plus rien. Alors je vais aller à la source. Dans les banques, il y a de l'argent, bah, c'est là qu'il faut aller, c'est le jackpot. Les inconvénients, c'est la police, et tu peux te faire arrêter, te faire tirer dessus. Mais le gain, il est tellement important, tellement appâtant, j'ai envie de dire pour moi, tellement appâtant sur l'instant, parce que je me dis, si au moins je réussis un coup, je pars. Je vais refaire ma vie ailleurs, même si je suis seul, je me retrouve aux Antilles, je monte un restaurant, un business, ma vie, elle est cool, quoi. Donc je vais aux banques, parce que je sais faire que ça, malheureusement. Ça criait tout le temps, on se disputait tout le temps, et moi j'étais enceinte, j'en pouvais plus. Je suis tellement paumé, déglingué dans ma tête que sa maison, eh ben, ça va devenir ma base arrière. L'endroit où je cache mon fric et les armes. À ce moment-là, je commence à fréquenter une petite église sur Paris. Ma vie spirituelle, elle change complètement. Je ne vois que par Dieu, que par la prière. Il n'y a que comme ça que je me sens bien. J'essaye de partager ça avec Yanis, mais pour lui, j'étais complètement à la masse, quoi. Un matin, j'entends brusquement taper à la porte. C'était la police qui débarquait chez moi. Et en fait, ils me disent qu'ils sont en train de surveiller Yanis depuis quelques mois déjà. Ils ont étalé toutes sortes de photos où on voyait Yanis dans les banques, en fait. Du coup, ils ont attendu Yanis pendant 48 heures dans mon appartement. J'arrive à l'appartement un après-midi, j'ouvre la porte et là, je me retrouve nez à nez avec la police. Je me dis, c'est pas possible. En un instant, je me retrouve plaqué au sol. Et là, dans cet appartement, ils me relèvent, ils m'amènent sur la table. Et ils ont positionné tout ce qu'ils ont retrouvé. Dans leur perquisition, armes, argent, cagoule. Ils pensaient que Manu était ma complice. J'en ai voulu à Yanis de nous avoir mis en danger, les enfants et moi. Tous les deux, on est conduits au commissariat. Et là, c'est le calvaire qui commence. Manu est relâché et la juge se fait un plaisir de m'expédier en tôle. Non, prénom,
Gauthier Yanis. Matricule 52 964. Pour évacuer ma colère, je suis partie dans un parc à côté de chez moi. Et c'est là que j'ai crié à Dieu. Et je lui ai demandé qu'est-ce que je devais faire. Et c'est là que Dieu m'a parlé, m'a dit de ne pas l'abandonner. De ne pas l'abandonner, de continuer à le soutenir, d'aller le voir et de le soutenir. J'ai entendu sa voix audiblement. Audiblement. Je me suis dit, est-ce que je suis en train de perdre la tête ou quoi? J'ai bien entendu. Et j'ai bien entendu 2 fois, ne l'abandonne pas. En fait, mon incarcération, je la vis mal. C'est une dinguerie, mon histoire. La juge, elle me met sous un mandat de dépôt d'1 an, renouvelable 3 fois avant d'être jugé. Je suis tellement en colère, tellement brisé psychologiquement, je m'en veux. C'est les murs qui vont prendre. Je défonce les murs à coups de tête et à coups de poing. J'évacue ma colère. En fait, je suis comme une bête dans une cage. Cette situation, pour moi, elle est destructrice. Je décide de demander au juge un permis de visite pour pouvoir le voir. Il n'était pas trop d'accord de me voir là, en fait. Tu comprends que ça m'énerve de te voir là avec les enfants? J'ai pas envie de te faire subir et leur faire subir mon incarcération. Mes galères, mes misères, mes souffrances, mes fardeaux, je vais les porter tout seul. T'es pas tout seul. Tu nous as emmenés dans le même bateau que toi. T'es pas obligé de rester dans cette barque pourrie que je t'offre. Il était prêt même à déchirer mon permis de visite. Je me suis dit en moi-même, je vais pas pouvoir y arriver s'il se comporte comme ça. Et après, je me suis accrochée à la parole que j'ai entendue. J'ai dit non, il faut pas que je baisse les bras. Il faut que je résiste à toutes les mauvaises choses qu'il va me dire, en fait. Donc j'ai une femme qui a de la foi, alors. Ah oui, tout à fait. Tu me fais rire. Je pense qu'il ne pensait pas que je puisse m'intéresser à lui de cette façon. Pour moi, le temps s'arrête. C'est la double peine physique, psychique. Et j'ai Manu qui arrête pas de me prendre la tête avec son Dieu. Soi-disant, il m'aime, il peut changer ma vie. Ça veut rien dire, ça. Dieu t'aime, Dieu peut te changer, Dieu s'intéresse à toi. Ma mère m'a laissé crever, mon père m'a laissé crever, j'ai fait les poubelles pour manger. Toi, tu me dis que Dieu s'intéresse à moi. Mais elle est dingue ou quoi? Il n'y a personne qui peut rien faire pour moi. Tu vois où on est, là? Oui. T'es perché.
Non, je suis pas T'es perchée. perché dans ta Bible, t'es perché à l'église, dans ta foi, t'es perché. Et tu crois quoi? Tu crois qu'il est capable de quoi, ton Dieu? Je crois qu'il est capable de te sortir de là. Me sortir de là, mais même si... Est-ce que je suis pas mieux ici pour toi que dehors? Vaut mieux pas que je sois ici, au moins t'es à l'abri, et toi et tes enfants. Tu pries pour que Dieu me libère, mais tu sais ce que tu vas retrouver comme gars chez toi? J'ai confiance en lui. Ce qu'il dit, il le fait. C'est-à-dire? Ce qu'il dit, il le Et fait. qu'est-ce qu'il doit faire pour moi? Je n'en sais rien, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'aimerais qu'il fasse pour moi? En fait, je demande à Dieu que mon mari l'aime plus que tout. Parce que je me suis dit que s'il aime Dieu, il aimera sa femme, il aimera ses enfants, il aimera sa vie, il s'aimera lui-même. Tu peux pas te mettre à ma place parce que t'es pas à ma place et tu seras jamais à ma place et t'as pas vécu tout ce que j'ai vécu. D'accord? T'as pas subi ce que moi j'ai subi. Oui, mais je suis là 3 fois par semaine. Avec les enfants, qui pleuvent, qui ventent, qui neige. Je suis là. Je te force pas à rester. Comme il a vu que je venais régulièrement, au bout d'un moment, je sentais que son cœur s'adoucissait à chaque visite. Et tu conviendras que la prison, c'est pas l'endroit idyllique pour faire une rencontre avec Dieu. Mais Dieu, il se révèle où il veut et quand il veut. C'était dur à cette époque. Dur envers toi-même, dur envers Dieu et dur envers nous. J'étais insensible. J'étais pas réceptif. Il avait demandé une Bible à la juge et on parlait souvent de la parole de Dieu à chaque visite. Je suis à terre, à terre. Je suis plus rien. Je suis l'ombre de moi-même. J'en peux plus de cette incarcération, j'en peux plus de voir mes enfants au parloir, j'en peux plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je me sens tellement coupable, tellement sale. Et Manu qui croit que je peux m'en sortir. Manu qui me parle de Dieu. Est-ce que Dieu existe? C'est pas que j'ai pas essayé de l'appeler à mon secours. Franchement. Il s'est rarement montré. Et cette Bible. Quand je l'ai lu, ça m'a... Je veux lâcher prise. Si Manu dit que tu peux me changer, je veux lâcher prise. Parce que je crois que tu peux me changer. Parce qu'elle me dit la vérité. Si Manu dit que tu peux faire quelque chose pour moi, alors je vais essayer avec toi. Je vais essayer. Je suis à bout de force. Je suis à bout de force, j'en peux plus. Et si je fais pas un pas vers toi, je vais rester. Je vais mourir ici dans cette cellule. Alors tu vois, j'ai pas grand-chose à t'offrir. Et je vais juste te dire que je vais essayer de te faire confiance. Aide-moi. Sors-moi de là. Je t'en supplie, sors-moi de là.
Je sens que la parole de Dieu le touche et je sens que ma présence aussi le touche. Je vois que sa vie, elle est en train de changer. Il avait une relation avec Dieu. On voyait. Dieu a su toucher son cœur. Au bout de 7 mois, je suis dans l'avant-dernière semaine de grossesse. Je vais le voir, c'était un vendredi. Je lui dis, tu me verras peut-être pas la semaine prochaine, ni la semaine d'après, parce que je vais peut-être accoucher. Donc on va se voir dans 3 semaines à peu près. Et bon, je rentre à la maison, je m'occupe des enfants, je les mets en pyjama, je les fais manger. Et on entend sonner à la porte. Et je regarde dans l'œil de la porte, je vois Yanis. Et là, j'étais choquée, j'ouvre la porte. Il me dit, bah, tu m'invites pas à rentrer. Tellement que j'étais choquée, je l'ai laissé sur le palier. Et donc, il m'a dit, la juge m'a libérée, je comprends pas. Je ne comprends pas. À ce moment-là, j'ai dit, bah, moi je comprends, c'est Dieu qui a agi, tout simplement. Les contractions arrivent et il n'a même pas le temps de poser son pactage qu'il m'emmène déjà à la clinique et j'accouche à ce moment-là. Toi, t'étais heureux, toi. Ah, j'étais fier. Là, pour l'une des premières fois, il assistait à l'accouchement d'un de ses enfants. C'était vraiment une réjouissance parce que de le voir déjà tenir son bébé dans les bras, ça m'a touchée. Surpris du changement, bien sûr, radical qu'il a opéré. J'étais déjà en train de cheminer pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc quand Yanis, lui, est sorti et qu'il m'a appris sa conversion à la chrétienté, bah, c'était une bonne nouvelle, en fait. Je savais que c'était quelque chose qui allait lui faire du bien, qui allait le sortir de ça. Et la métamorphose, elle est flagrante parce qu'il évolue très vite dans ses propos, dans sa manière de parler. Il a commencé à se cultiver vraiment, à comprendre des choses, à voir les choses différemment. Il reçoit un courrier de la juge qui lui dit qu'il est en sursis pendant 36 mois, en attendant le jugement. Durant ce temps, on s'est mariés. Qu'est-ce que t'étais canon. Waouh. C'était pas mal aussi. Beau gosse, hein. Ouais. Et au mariage, devant monsieur le maire. Je te rappelle? Ouais. Tu m'as dit, mais chérie, ils sont où les enfants? Ils sont où les enfants? Ils étaient où les enfants? À la maison. Monsieur le maire, attendez, on va chercher notre bébé. J'ai soulevé ma robe, je suis rentrée dans la voiture et Direction la maison. direction l'appartement pour aller chercher les enfants. Inquiète, t'as couru partout. Je les ai confiés à ma mère. Mais quand les sœurs de ma mère sont arrivées, elle a perdu la tête, elle a oublié mes enfants. Elle avait commencé plus tôt que nous le champagne. Voilà, je pense que c'est ça. Quand il se marie avec Manu, tu sens déjà que c'est plus le même homme. Il était plus impliqué dans la vie des enfants. C'était un homme changé, quoi. La vie que je voulais, en fait, reprenait son cours. Il avait une relation avec Dieu. Il était très discret là-dessus, mais on le voyait qu'il y avait un changement. Au bout de 36 mois, on apprend qu'il va être jugé. Retour en arrière. Je vais devoir affronter la prison, la justice, les victimes, le procureur. C'est compliqué. On dit rien aux enfants. On continue notre vie, tout en ayant cette épée Damoclès sur la tête. Je sais que je risque gros dans cette histoire. Je suis pas innocent des faits qui me sont reprochés, donc je vais assumer. Le deal, c'est une chose, le braquage, on
commence à monter un certain niveau dans la délinquance. Donc pour moi, je pensais pas le revoir de sitôt. Pendant 2 jours, je vais comparaître devant la justice. Les victimes vont raconter leur calvaire. Je saisis cette occasion pour leur demander pardon. C'est tout ce que je peux faire. Ça va être autour des avocats, du procureur. Et là, je suis invité à entendre ma sentence. Et la surprise. On est resté bouche bée, quoi. Parce qu'en fait, la juge a décidé de le libérer tout de suite, en fait. Ah bah c'est cool. C'est cool, t'es sorti. Ça fait plaisir. On s'y attendait pas du tout. On pourrait pas l'expliquer, ça. On me donne une chance. Une chance de devenir ce que j'ai envie de devenir. Un père, un mari. Voilà, la vie, elle est devant moi, l'avenir est devant moi. Et à partir de là, bah, je me tiens à carreau. Nous, on continue un peu dans nos parcours réciproques et Yanis évolue dans ce qu'il fait, j'évolue dans ce que je fais aussi. Et un jour, j'apprends que mon frère se fait assassiner à Paris, à Châtelet. Il s'est fait tirer dessus, en fait, plusieurs balles qui ont eu raison de lui. L'annonce est brutale, ma mère est dévastée et il faut que j'apprenne la nouvelle à Yanis. Donc je l'appelle et on sait, en fait. On savait qu'avec le train de vie qu'il menait, ça allait arriver. On s'en doutait. C'était triste, mais on s'en doutait. Mais du coup, papa, t'étais en train de construire une nouvelle ville. Et quand t'as appris le drame de tonton, comment t'as réagi? En fait, quand j'apprends sa mort, c'est comme si le monde s'écroulait sous mes pieds. Je pense que c'est la première fois que je suis confronté comme ça à la mort, et qui plus est de mon grand frère. C'est le début de quelque chose de terrible, parce que le soir, chez sa mère, ma belle-mère, il y avait tous mes potes qui étaient là. Et tous, ils me disaient, Yanis, on sait qui a tué ton frère. Et j'avais vraiment, vraiment envie de me venger. Vraiment. J'ai eu vraiment peur à ce moment-là. Qu'ils reprennent les armes, en fait. Je savais qu'il voulait, au fond de lui, venger son frère. Est-ce qu'on va rebasculer ou est-ce qu'on va garder la direction dans laquelle on était? Parce que on parle d'un assassinat, il doit y avoir vengeance. C'est logique. Tu sais, ils l'ont tué, ils l'ont tiré dessus à tonton. Et ils me mettaient la pression, faut que tu venges ton frère, faut que tu venges ton frère. Tous ces gars voyaient en moi celui que j'étais hier, toi, capable du pire. Je regardais ma belle-mère qui mettait aussi sa part. Tu peux pas rester comme ça. Et j'étais tellement sous pression que je me suis dit, OK, si c'est ça la vie, je vais aller le venger. En fait, je réfléchissais, tu vois, je dis, c'est pas possible. C'est comme si j'étais pris entre deux feux, tiraillé dans mes émotions. D'un côté, je pensais à maman, je pensais à tes frères. Puis d'un autre, je pensais à tonton et à ces gars qui l'avaient tué. C'est là que Yanis a su trouver les mots. C'est lui-même qui m'a fait comprendre que il est mort comme il a vécu. Donc c'était un homme violent, il est mort violemment. Donc on va pas briser ce qu'on est en train de faire là pour faire n'importe quoi. On va faire notre deuil. J'ai la conviction que Dieu me demande de rentrer à la maison. Tu sais, ce soir-là, au lieu d'aller venger mon frère, j'ai décidé d'être un père et un mari. Et si j'avais pas pris cette décision, ma fille, tu serais pas là. Je pense que le jour où j'ai pris cette décision, c'est une partie de moi-même que j'ai enterrée également. Le gars méchant, capable de faire du mal à son prochain. Le délinquant, le voleur. Je pense que je l'ai enterré pendant cette nuit-là. Pour devenir, mon petit papa. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Je suis admiratif de sa foi. J'aime ce qu'elle fait de lui, en fait.
dans sa pratique, dans sa manière d'éduquer ses enfants. Ouais, c'est complètement un exemple pour moi aussi. En fait, quand je vois des gens traverser les mêmes problèmes que nous, des fois j'ai envie de leur crier, j'ai envie de leur dire qu'il y a de l'espoir. Moi, je crois que tout le monde peut changer s'il le veut. Tout le monde peut être transformé. Il faut résister. Et il faut avancer surtout. Après tout ce qui m'est arrivé, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il y a vraiment ce désir de partager ma vie à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui est né. Et la première chose que j'ai fait, ça a été d'écrire un livre. Et ça a été la clé que Dieu a utilisée pour me réexpédier en prison. Alors pas en tant que détenu, mais en tant qu'orateur, conférencier, puisque je parcours les prisons de la France, de la francophonie. Je vais également dans les structures académiques, dans les quartiers chics, dans les quartiers chocs, dans les églises, pour témoigner de tout ce que Dieu a fait pour moi. Et je dis que finalement, avec Dieu, c'est possible de changer, quoi. Ma famille est fière de lui, mes enfants sont fiers de lui, on est tous fiers de lui en fait, et on est tous derrière lui. Et je pense que c'est pas fini. Il va se passer encore plein de choses. Il est au top. Non, il est au top. Si on place vraiment sa confiance en Dieu, il interviendra. Même s'il y a des hauts, il y a des bas, il sait ce qu'il fait.